le retour au programme de secours d'urgence par le mystère du ministère de la gloire de ressusciter, la voix des sans-voix. Je voudrais une fois de plus rappeler aux uns aux autres que la foi marche avec l'assurance. Parce que celui qui marche dans l'intégrité, en réalité, doit marcher avec l'assurance. Mais celui qui prend les voies tortueuses sera découvert. C'est la Bible qui le dit. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend les voies tortueuses sera à découvert. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'Abraham n'a jamais été le père de la foi. Et la sagesse, c'est l'intelligence. Parce que Abraham avait pris plusieurs voies trompeuses, plusieurs voies tortueuses. Il a menti que son épouse Sarah était sa sœur pour la donner à un roi méchant, et il s'est réjoui de l'argent que ce roi-là lui avait donné, jusqu'à ce qu'il se souvenait que Sarah était la femme de sa jeunesse, de sa promesse, pour pouvoir invoquer le ciel pour avoir la justice. C'est le même Abraham également qui était prêt à vendre son fils Isaac pour soit dit accomplir je ne sais quel acte de justificatif. Donc Abraham est au même titre que David Berakouma, un infidèle, un mécréant. C'est le même Abraham qui a couché avec sa servante Agar, connaissant bien justement la véracité, l'authenticité des Écritures. Le même Abraham. Et je le disais, qu'Abraham ne peut pas être considéré comme le père de la foi, ce n'est pas possible. Il est de même, mon père Salomon ne peut pas être considéré comme le père de la sagesse et de l'intelligence. Salomon avait 1000 femmes et 700 concubines. C'était un roi insensé, un roi impudique. Un roi insensé, un roi impudique. Qui est mort d'ailleurs dans la misère, dans la pauvreté, parce qu'il ne pouvait pas nourrir toutes ces 1700 concubines et femmes. Et il a jeté le pays dans la ruine, dans la rétrogradation et dans la décroissance économique. Mais on le considère dans la Bible comme un homme sage. Mais Salomon était un homme insensé. Et c'est pourquoi il est le père justement de la philosophie des insensés. C'est lui qui a créé la franc-maçonnerie. Franc qui vient de franchise, maçon qui vient de bâtisseur. Et Salomon est le père de la politique de la vanité. Celui qui a dit tout est vanité des vanités. Le riche meurt en même temps que le pauvre. Et il s'est interrogé sur le fait de cette réalité. Comment est-ce que lui qui était un homme qui avait bâti les tours, qui avait conçu les palais, qui avait eu de multiples femmes, et que lui, son sort soit équitable au sort de l'insensé, du pauvre et misérable comme David Dago. Donc, Salomon était un insensé. C'est pourquoi dans leur philosophie macabre, dans les loges pernicieuses, on parle justement de la vanité. Tout est vanité des vanités. Mais la vie n'est pas vaine. La vie n'est pas vaine. Vous ne pouvez pas perdre une autre vie que celle que vous allez perdre. Pour ceux-là qui sont des chrétiens non authentiques. Mais pour nous qui vivons dans la foi, dans la recherche de l'immortalité de l'âme, nous qui savons qu'il y a une autre vie. Et c'est pourquoi nous préférons nous accrocher au pan de la robe de Christ ressuscité à la croix de Golgotha. C'est pourquoi dans le psaume 74, verset 20, la Bible dit « Aie égard à l'alliance chrétienne, car les lieux sombres du pays sont remplis des repères des brigands. » Les lieux sombres du pays sont remplis des repères des brigands, des gangsters politiques, économiques et sociaux, des profiteurs situationnistes, des êtres perfides trompeurs qui veulent jeter le pays dans le tourment, dans une certaine détérioration d'un certain nombre de conditions de vie des Gabonais. Mais dans tous les cas, qu'à Dieu le plaise. J'espère que ces gens-là sont sur la bonne voie de la sagesse et l'intelligence. Qu'à Dieu le plaise. Nama était également un serviteur du roi. Il était commandant en chef des forces armées.
un homme élevé en grade, en dignité, en responsabilité, en respectabilité. Mais Nama était malade. Il souffrait de la lèpre, Nama. Nama était un lépreux. Un général lépreux. Un commandant en chef suprême lépreux. Mais il cachait sa lèpre. Sa lèpre était cachée dans sa voluptuosité, dans son opulence, dans sa grandeur, dans sa magnificence. Mais ceux qui avaient les yeux pour voir savaient que Nama était malade. Et malade d'une maladie incurable. Une maladie qui défiait la science, qui défiait les docteurs, les satrapes, les mages, les parisiens et autres. Et c'est pourquoi la Bible dit que ce sont les médecins du néant. Les médecins du néant. Bonsoir, papa. Ils ne connaissent ni l'évangile, ni la puissance de Dieu. The power of God. Il dit que ce sont les médecins du néant. Ils ne connaissent ni l'évangile, ni la puissance de Dieu. The power of God. Les médecins du néant. Nama, le général d'armée, malade. Malade. Avec un corps frappé des parasites, des microbes, des bactéries et des virus. Les virus immunitaires humains. Virus immunitaire humain. Et il faisait la fête, assis à la fiesta. Il était content. Dans les villes et villages, on célébrait Nama. On célébrait Nama. On chantait pour la gloire de Nama. Mais Nama était malade. Un jour, l'une des servitrices du Dieu d'Israël va dire à un des serviteurs de Nama que si Nama était capable de rencontrer son prophète Élisée, certainement que Nama sera guéri de la lèpre. Et les espions vont aller le rappeler au roi de la Syrie, dont Nama était le serviteur, protecteur et gardien. Ce dernier va écrire une lettre au roi d'Israël pour dire qu'il te plaise de recevoir mon fidèle serviteur, commandant en chef de forces armées, le général Nama, général de brigade Nama. Qu'il te plaise de le guérir parce qu'il est malade. Il est malade. Et le roi d'Israël, bonsoir, va déchirer le pan de sa robe pour dire, mais qui suis-je moi pour qu'un roi comme moi puisse envoyer son fidèle malade auprès de moi pour pouvoir le guérir alors que je ne suis pas médecin. Je n'ai pas pratiqué la médecine généraliste. Je n'ai pas pratiqué les spécialités en urologie, en encrinologie, bref. Comment peut-il me demander de guérir son malade avec autant de médecins, avec autant de docteurs, avec autant d'hôpitaux, avec toute la richesse dont il dispose? Pourquoi c'est moi, le roi d'Israël, dont il envoie pour guérir son malade? Élisée va dire au roi. Élisée est un serviteur du roi, un prophète. Rien à voir avec les prophètes du Gabon, ces mécréants, ces épicuriens mercantilistes, vendeurs d'illusions de froisses et autres objets peu précieux. Élisée va dire au roi d'Israël que va dire au roi de Syrie de venir me rencontrer, moi, Élisée, serviteur de l'Éternel. La Bible déclare que tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain, il bénira ton nom et il éloignera la maladie du milieu de toi. Le service à l'Éternel, c'est celui-là qui éloignera la maladie du milieu de toi. Et non la politique avec toutes les recherches dont les gens sont complaisants pour gagner de l'argent. Et Nama va aller vers Élisée. Et lorsqu'il arrive chez Élisée, il pensait qu'Élisée va lui imposer les mains. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. Élisée dit non, je ne peux pas t'imposer les mains. On va plonger 7 fois dans le Jourdain. Le Jourdain, c'était un fleuve justement d'Israël.
une lagune, un ruisseau rempli de crapauds, de guenilles autres. Donc un endroit sale, comme la baie de cochon. Et on lui dit, va plonger dans les égouts de la baie de cochon. Aux odeurs d'une poniche en putréfaction. Le roi Nama dit, non, jamais. Moi, aller plonger dans les égouts de la baie de cochon, aux odeurs d'une poniche en putréfaction, jamais. Et un de ses serviteurs va lui dire, mais qu'est-ce que cela te coûte d'aller plonger dans les eaux du Jourdain? Et il va aller plonger 7 fois dans le jeu du Jourdain. Et il va obtenir une guérison instantanée. Instantanée. Et Nama, le Syrien, avec sa multiple richesse, le Rédempteur, va aller vers Élisée pour lui, qu'il te plaise de prendre le sacrifice de ton Dieu pour m'avoir guéri. Et je donnerai des milliards pour la construction d'une église, la construction des bâtisses, la construction des palais et autres. Au nom de ton Dieu qui m'a guéri de ma maladie, donc de la lèpre. Élisée va dire, non, le don que j'ai reçu de la part de Dieu ne peut pas me servir de marchander. Voilà, tu as reçu la guérison, eh bien, jouis de ta guérison, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Je vais te dire comment on va gérer ça. Et Élisée va refuser de prendre l'argent de Nama, 5 milliards. Certainement l'argent de la pègre, l'argent du sang, du crime rituel, les crimes de sang et autres, l'argent de la contrefaçon, l'argent des associations de malfaiteurs. Il va refuser de prendre cet argent. Il dit non, mon Dieu me suffit, mon Dieu me suffit. Je ne peux pas prendre ton argent, mon Dieu me suffit. Je t'ai guéri, le Dieu m'a donné gratuitement, je t'ai donné gratuitement. Va avec toute ta richesse et que la paix soit ton partage. Mais un des serviteurs d'Élisée appelé Géasi, un autre mécréant dans l'église, un escroc, un brigand, un criminel, va aller vers Nama. Qu'il plaise, mon général, de me donner un peu d'argent pour aller brûler les cendres, pour aller faire le sacrifice du Dieu qui t'a guéri. Et il va lui donner les milliards. Il va lui donner les voitures, l'argent, les nominations et autres. Mais ne sachant pas la dangerosité de l'évangile. Et lorsqu'il rentre à la maison avec 5 milliards qu'il va cacher dans les banques naturellement, avec l'achat de plusieurs maisons, les villes et villages et autres, il va apparaître devant Élisée le jour même du culte, un dimanche de culte. Élisée va lui dire, mais d'où viens-tu? Il dit, non, c'est comme Satan, je me baladais, hein, le vagabondage. Le vagabondage. Oh. Tiens, il y a un bic là, que j'ai utilisé là. Le vagabondage. Et Élisée va lui dire, mais qu'as-tu fait pour aller prendre la lèpre de Nama, alors que tu es mon serviteur? Pourquoi es-tu allé? Un Dieu mystérieux. Un Dieu mystérieux. Oh Yahweh. Un peu de vin est bon pour l'estomac, dit la Bible. Un peu de vin est bon pour l'estomac. Les amis, ne recherchez pas le bonheur, le confort matériel de cette humanité. Vous êtes une poussière et vous retournerez à la poussière. Vous êtes une poussière et vous retournerez à la poussière. Recherchez le bien. Recherchez le bien. Faites la paix envers tous et contre tous. Le bien. Parce qu'il y a la loi d'affinité, la loi de l'écho. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Et là, je suis chez un de mes petits frères qui a fait l'objet d'un vol. Mais les gens ne savent pas que l'univers est sous contrôle.
il y a des satellites qui sont placés sur orbite, qui arrivent à avoir un parfait contrôle sur l'humanité. Et la Bible dit malheur aux voleurs. Malheur aux voleurs. Maudit soit le voleur. Parce que ces voleurs-là arrivent à détruire les vies de plusieurs milliers de personnes. Imaginez une seule personne ayant à voler 1 milliard. Avec 1 milliard, on peut construire une école, un dispensaire, on peut construire ou des infrastructures. Mais une seule personne arrive à voler ces milliards. Et il roule le carrosse avec les vis, avec les Mercedes. Et il est content. Il est content parce que pour lui, la vie se limite à son confort individuel. Son confort individuel. Mais il ne sait pas que la vie est un véritable champ de course. Un véritable champ de bataille. Et c'est pourquoi je le disais à Ali Bongo que la conquête du 3e mandat était suicidaire. Que ce 3e mandat n'existait pas. C'est un mandat qui n'avait aucune existence, aucun contenu. Ils ont crié à Rose sur le baudet sur David Liberacoman. On a tenté de m'emprisonner et autres, malheureusement pour ces gens-là. Lorsqu'ils venaient procéder à mon arrestation, je leur ai dit que vous dites qu'Ali Bongo va vous envoyer procéder à mon arrestation, mais c'est le même Ali Bongo qui m'a donné 4 millions. À mon anniversaire, il y a à peine 4 jours. Ils étaient confus. Et la mère d'Ali Bongo Kama Dabadi Marie-Joséphine, de dire non, vérifiez si vraiment Ali Bongo va donner tirer 4 millions à son anniversaire. Vérification faite. À l'époque, le conseil politique du chef de l'État, Ali Bongo, c'est-à-dire l'actuel vice-président de l'Assemblée nationale, Elouan Zondo, le confirmera qu'effectivement, j'ai reçu 4 millions d'Ali Bongo pour remettre à David Liberacoman lors de son anniversaire et j'ai convoyé cet argent. Et c'est comme ça, comme j'ai échappé à une prison certaine parce qu'on m'avait accusé, à tort ou à raison, d'avoir vilipendé le nom d'Ali Bongo, de l'avoir insulté et autres. Alors que c'était un gros tissu de mensonges parce que je ne faisais que conseiller à Ali Bongo de faire preuve de vigilance, de retenue prudente parce que l'atmosphère était en train de se dégrader. Et il est de même pour l'actuel chef de l'État. Donc l'atmosphère politique, économique, social est en train de se dégrader, de se détériorer, de se désagréger. Et il y a longtemps, je le lui avais dit, que la Bible dit que si tu marches avec des hommes sages, tu deviendras sage. Mais si tu marches avec des insensés, parce que le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Honte à moi si je marche avec les criminels. Honte à moi si je marche avec les voleurs. Honte à moi si je marche avec les gangsters. Honte à moi, David Liberacoman. Que l'Éternel soit mon juge et le juge de mon innocence au milieu de toutes ces personnes qui ont choisi la voie de la criminalité. Des criminels. La criminalité. Je ne serai jamais un criminel, moi, David Liberacoman. Je ne serai jamais un assassin. Je ne serai jamais un pédé, un homosexuel. Un franc-maçon, un ressuscité, je ne le serai jamais. Et ça, j'ai prêté serment de préserver, de protéger la foi vivante de ma mère, Ngono Maxine, jusqu'à la mort. Je mourrai dans la chrétienté, mais une chrétienté avec une certaine noblesse. Il y a l'honneur dans l'exaltation de la beauté de l'évangile. L'évangile. Il y a une exaltation de la beauté de l'évangile. L'évangile est une force d'attaque, une force de contre-attaque, une force de répression, une force d'impulsion qui vous permet d'être en osmose avec les entités supérieures. L'évangile vous permet de ne pas craindre les rois, de ne pas craindre les dirigeants, de ne pas craindre la mort, de ne pas craindre leur subterfuge, parce que ces gens-là ne sont pas des immortels. Ils sont mortels au même titre que le prince Adam. Ils sont mortels au même titre que nous. Les rois méchants, les dirigeants méchants, et ils pensent que la vie se limite à leur confort personnel, à leur confort familial, à leur confort tribal, à leur confort ethno-régionaliste, à leur confort professionnel, autres. Non. Alors que ces gens ont le destin de toute une nation, toute une patrie. Toute une patrie. Hein, pour peu que vous avez critiqué un dirigeant, on a vite fait de vous jeter en prison avec avec les chefs d'accusation contrefaits, trouble à l'ordre public,
c'est quoi le trouble, c'est quoi l'ordre public, ils n'en savent rien. Et tout le monde vit dans cette espèce de confusion généralisée. On a vite fait, vous avez outragé le chef de l'État et porté atteinte aux dépositaires de l'autorité publique. En quoi ces gens-là sont des dépositaires de l'autorité publique? Ils ne sont dépositaires de rien. Le seul dépositaire de l'autorité publique, c'est le peuple souverain qui est le garant de toute légitimation, de toute légalité, de toute légitimation de pouvoir. C'est le peuple qui est le souverain. Et le peuple est souverain à partir de la démocratie représentative. La démocratie représentative, le système de représentativité. Mais un Sénat nommé, une assemblée nommée par une bande de gourgandines et des élus sans base législative qui n'ont pas les papiers, il n'y a rien qui peut se passer. Avec une chambre législative monocolore, avec les mêmes gravatés, les mêmes psychopathes, les mêmes chacalots, les mêmes écloptères, et qui occupent les villes et villages depuis plus de 58 ans de règne de gouvernance eschatologique commentés aux apocalyptiques. Et ils ont vite trouvé un bouc émissaire parfait. C'est le prince Adouma qui le fait tourner en rond. Et on a vite fait d'appeler la direction générale des services spéciaux. On a vite fait d'appeler la police judiciaire, la direction générale des recherches pour mettre le grappin sur le prince Adouma. Pour je ne sais et quel acte que j'aurais commis et quelle contravention, quel crime, quel délit et autres. Voilà comment ces gens-là se comportent. Parce qu'ils estiment qu'ils sont les meneurs de toutes les royautés. Mais ils oublient que je suis le prince Adouma, le père de toute la sagesse et l'intelligence de l'humanité. Parce que la Bible dit que je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne pourra résister ou contenir. La bouche est une arme de destruction massive. Je te donnerai une langue exercée. La langue, une langue exercée comme un rasoir épilé, comme le bic d'un habile écrivain afin de soutenir tous ceux qui sont dans le tourment. C'est l'objet de l'évangile est de soutenir la veuve, de soutenir l'orphelin, de lutter contre l'exclusion sociale, de lutter contre la marginalisation, de lutter contre la malgouvernance et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de ségrégation. C'est le rôle de l'évangile. Mais regardez vos prophètes. Vos prophètes sont devenus des politiciens. Des prophètes margouillants, des prophètes cafards, chacalots, et que sais-je. Ils ne peuvent plus conseiller le roi. Même lorsque le roi pêche, ils arrivent à célébrer le roi. Ils arrivent à exalter justement l'impudicité du roi. Ils arrivent à chanter ce roi, ces cantiques mortifères. Et ils sont heureux de vivre dans cette atmosphère avec une certaine embryamine, avec une confusion généralisée de rôle et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement. Et on tourne en rond. On tourne en rond. Il n'y a rien, on tourne en rond. Et il n'y a rien. Mais pourtant, ils sont les concepteurs de la bonne gouvernance. Ils sont les concepteurs de l'état de droit et du respect d'un certain nombre de valeurs organiques et juridiques. Il n'y a rien. Il n'y a pas les papiers. Et ils sont nombreux comme ça. Avec des diplômes contrefaits obtenus dans les universités de fortune, à Cambridge, Oxford, Strasbourg et autres. Mais il n'y a rien. C'est des diplômes qui n'ont pas de substance. Parce que vous êtes docteur en droit, vous êtes docteur en économie, tu es docteur en droit, tu es avocat, il faut gagner les procès. Tu es avocat, il faut gagner les procès. Il faut gagner les procès. Tu es docteur en économie, il faut relancer la croissance économique. Pas de politique budgétaire, pas de politique fiscale, pas de politique monétaire, mais il n'y a rien. Il y a plus de 58 ans, ils sont là avec les doctorats et il n'y a aucune croissance économique dans le pays. Mais le pays sombre davantage dans un endettement excessif et dans une accumulation justement de privilèges d'un État mortifère. Un État mortifère, sclérosé avec des fibres intelligibles qui ne soient plus capables de refléter la réalité d'un véritable pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Je vous avais fait le récit où j'étais allé rencontrer le président du Ghana, l'actuel président, c'est-à-dire Mahama, qui est l'actuel président du Ghana. À l'époque, il fut vice-président, ensuite président de la République. J'ai eu l'avantage d'être reçu par cet illustre personnage à 2 reprises. Et malheureusement, à ma qualité de diplomate gabonais, j'étais en taxi, à pied. Comme il rigolo, pendant que même les pays, les diplomates des pays les moins avancés de l'humanité, les pays moins avancés, les pays pauvres, très endettés, peut-être, ils arrivaient avec les Mercedes et moi, David Bakouma, j'étais en taxi.
comme un malheureux, comme un misérable. Et rien que le fait de dire que j'étais le représentant du Gabon, même dans le taxi, l'humanité tout entière me respectait, y compris d'ailleurs le président, qui avait trouvé que j'étais quand même assez jeune dans une mission diplomatique. Et j'étais le plus jeune. Dans la mission diplomatique, l'ambassade du Gabon au Togo, Bénin, Ghana, est pratiquement le plus jeune dans toutes les missions diplomatiques de la sous-région. Moi, le prince Salou, j'étais le plus jeune. Mais avec l'État, d'une gouvernance aléatoire, d'une gouvernance qui n'arrive pas à respecter ses engagements, c'est vraiment malheureux. On jette les gens en prison pour les délits d'opinion. On jette les gens en prison pour, soit dit, des atteintes à l'honneur, des atteintes à la dignité, des diffamations, des dénonciations calomnieuses. Mais pendant ce temps, les brigands, les gangsters, les voleurs, les criminels, les commanditaires, les criminels, ils se baladent dans la ville. Ils mangent, ils boivent, ils dansent, ils font la fête. Assis à la fiesta, la fiesta pour la fiesta, la fiesta pour la fiesta. Vous voyez les gens comme ça? Vous voyez? Et c'est très malheureux. C'est très malheureux et c'est misérable. Et là, j'ai vu une dépêche là de Radio Moscou, de Bois-Mengom, où on me disait que le Parti démocratique gabonais aurait fustigé l'attitude des requérants actuels par rapport à la crise qui sévit dans l'éducation nationale et s'insurger contre l'arrestation de leader d'opinion, Marcel Ibama, qui a vendu son âme, sa vie pour une bataille sur la restauration de la dignité des enseignants. Et pire encore, notre grand-père Edo, ce gabataire-là, qui a pratiquement tout perdu, y compris son humanité. C'est pourquoi vous le voyez avec sa barbe blanchie, donc il n'a jamais rasé, qui est le symbole de sa résistance. La Bible dit résiste au diable, il s'enfuira loin de vous. L'arme de la résistance, l'arme de la résistance. Et l'arme de la résistance repose sur l'insoumission. L'insoumission. C'est pourquoi j'ai créé la jeunesse insoumise. L'insoumission n'est pas le refus de respecter l'ordre établi. L'insoumission, c'est le refus d'obéir à des ordres iniques. C'est le refus justement d'accepter les inégalités sociales, les écarts de conditions de vie, parce que ça ne se justifie pas. Un Gabonais doit être capable d'avoir un minimum social. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, ce sont des minimums sociaux. Et ces minimums sociaux sont des indicateurs, des évaluateurs de la bonne gouvernance. Mais dès lors que les gens manquent de tous ces indicateurs-là, c'est que vous êtes totalement à l'opposé d'un véritable système de représentativité. La représentativité. Et lorsque vous arrivez à dénoncer leur tas, leurs esprits guéris, leurs tas chiffrés commentateurs, et on a vite fait de dire que David Berkouma était mécréant, c'était un mercenaire politique, et bien, c'était un opposant. Mais ces gens-là, ils ont tellement la mémoire courte, une mémoire sélective, remplie d'étoiles d'araignée, qu'ils ont très vite oublié que moi, David Berkouma, j'étais le défenseur du prince de béton. Sur les plateaux de télévision, Gabon 24, TV+, et autres, en train de trouver des arguments pour justifier l'injustifiable. Et regardez comment ce système-là nous récompense. À monnaie de singe. Même ceux qui n'ont pas accompli ces actes justement de protection de la noblesse, la notoriété, le prestige du chef de l'État, aujourd'hui arrivent à manger une chasse mouchetée, une gargote, une bévérée. Et moi, le prince Adouma, j'arrive une fois de plus à me retrouver dans cette situation macabre. Alors que même les moins que rien et qui ont permis de se retrouver au palais grâce à mon leadership, ils sont sortis de là avec leur pouvoir de charme, de nomination, avec les maisons, les voitures, et moi j'ai les rien. Bonsoir maman. Et pour couronner le tour de leur bestialité, ils vont saccager tout l'héritage de mon père après le retour. 5 villas avec une maison en l'état, tout détruit. Et on se retrouve à la Belle Étoile. Et on attribue des maisons aux non-ayant droit ceux-là qui n'ont jamais habité après le retour. Et ils sont contents. Les maisons qui ont été conçues par Ali Bongo Deba, qui parlait justement du plan stratégique Gabon émergent, avec 3 déclinaisons. Le Gabon vert, constitué justement d'une agriculture mécanisée, qu'il appelait projet Grain. Le Gabon industriel par la transformation, la révolution de notre système économique qui devait être basé sur l'extraversion de notre économie. Sortir d'une économie de rente en une économie de production et ensuite le Gabon des services, que le Gabon de la numéralisation du savoir.
la numéralisation de savoir. Le Gabon des services, le Gabon la lutte contre la fracture numérique et la facture numérique. Ali Bongo Niba, il avait la suite dans les idées. Il a mis en place un système de rémunération des agents publics. Le nouveau système de rémunération des agents publics. Ali Bongo Niba. Il a mis en place le PIP, la prime d'incitation à la performance. La prime d'incitation à la performance pour motiver l'agent public à arriver justement à... Oh, ça que t'as mis à Dieu. Mais regardez là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Avec un système ségrégationniste, avec une discrimination salariale. Or, le statut général de la fonction publique est clair. Un des principes généraux de ce statut, c'est le principe de l'égalité de traitement des agents publics. Mais regardez, aujourd'hui, on assiste à une égalité de traitement à géométrie variable. On privilégie les enseignants comme on leur a toujours privilégié, même à l'époque d'Omar Bongo Ndima. Ils ont la prime d'incitation à la formation d'enseignants et ils ont la prime de logement qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et avec le système de rémunération d'Ali Bongo Ndima, les professeurs d'université haute étaient les mieux payés de toute notre circonstance administrative et tout le temps. Et là, on arrive à régulariser leur situation administrative, plus de 4000 situations administratives, avec effet de solde, certainement au mois de février, on arrive à payer leurs vacations. Et pendant ce temps, les agents du ministère des Affaires étrangères ont perdu la prime de servitude diplomatique il y a plus de 4 à 5 ans depuis le départ d'Alain-Claude Bébinzé de ce ministère. Alain-Claude Bébinzé dont on a accusé de tous les péchés. Le péché du Ghani, le péché de Safi, le péché... Mais c'est le même Alain-Claude Bébinzé qui avait du respect pour les syndicalistes que nous étions. Alain-Claude Bébinzé qui arrivait à étoffer notre cahier des charges. Alain-Claude Bébinzé qui arrivait à payer le carburant du ministère à travers son propre carburant du cabinet. Alain-Claude Bébinzé qui arrivait à régulariser les situations administratives des agents publics avec une certaine dextérité. Le même Alain-Claude Bébinzé qui arrivait à tenter de réduire la carte diplomatique pour améliorer les conditions de vie des diplomates gabonais à l'extérieur. Le même Alain-Claude Bébinzé qui tentait de remettre en place l'assurance maladie des diplomates. Et aujourd'hui, les diplomates gabonais sont les plus pauvres de toute l'humanité. Et c'est pourquoi lorsque le chef d'État m'avait reçu au palais, dans sa tour de Babel, et il me disait de repartir à l'étranger, j'ai dit non, ça, monsieur le président, c'est plus utile à mon âge, j'ai plus de 50 ans. Mais la diplomatie pour moi au Gabon, elle reste au stade embryonnaire, au stade analytique. C'est une diplomatie d'appareil, une diplomatie de prestige qui n'a rien à voir avec une véritable diplomatie qui soit un levier de croissance, un accélérateur de progrès économique et social. Et c'est certainement ce qui m'a coûté toutes les souffrances et toutes les vicissitudes dont j'ai fait l'objet aujourd'hui. Mais les gens retiendront, et le chef de l'État le sait, que c'est moi qui ai dit au chef de l'État qu'il y a un Gabonais qui est mort comme un indigent au Brésil. Il était premier conseiller, il est mort pendant le Covid. On l'a enterré comme un indigent et qu'il aurait été souhaitable justement d'exhumer le corps de ce diplomate et le ramener au Gabon. Le chef de l'État a mis une inscription budgétaire sanction et ce type-là a été exhumé au Brésil. On l'a ramené au Gabon sans fanfare ni trompette et après avoir servi de loyer loyalement le Gabon. Vous voyez comment? Et ils sont pleins comme ça des diplomates. Vous voyez les ambassadeurs qui ont passé leur temps à l'étranger. Lorsque vous voyez leur train de vie, vous allez tomber de nuit. Certains dorment dans des cabanes. Des cabanes. Et pendant ce temps aujourd'hui, c'est le règne de l'armée. La grande muette. Et c'est eux maintenant qui ont de belles femmes, qui ont de belles voitures, qui ont de l'argent. Et regardez bien le train de vie des forces de défense et de sécurité. Un train de vie dispendieux, ostentatoire, et défiant toute compétitivité et toute simulation. Donc, que vous ayez les papiers ou pas, une fois vous êtes à la GR, vous êtes à la gendarmerie ou autre, eh bien, on a vite fait de vous gratifier. Et pire encore, si vous souffrez une espèce d'obéissance et tout azimut. Donc si vous êtes capable d'avoir une baïonnette, une matraque, une chasse mouchetée et de venir flageller David Beakoma, quand bien même David Beakoma aurait eu raison, eh bien, vous avez vite fait de transformer votre situation de précarité en une véritable opulence. Et voilà comment les Gabonais vivent aujourd'hui. Dans une 5e république illusoire, frappée de niplégie, de tétraplégie, d'égarement, de tourisme d'esprit. Et
Il n'y a personne. Pour rappeler à l'ordre les détenteurs exclusifs du pouvoir pour dire que, mais attendez, David Mbea, comment vous avez dit que le budget, l'année 2006, c'était un budget fictif, un budget aléatoire qui ne reposait pas sur les véritables valeurs macroéconomiques et que tous ceux qui ont conçu ce budget sont des conspirateurs, des délateurs, des calomniateurs et des gens qui voulaient entraîner le pays vers un certain gouffre. Et la réalité est là. Un économiste qui va prévoir une croissance économique au Gabon à hauteur de 7%, ça relève de la mégalomanie. Ça relève de la mégalomanie. Même la subjectivité est peu prononçable. Même un économiste d'économie familiale ne peut pas se comporter ainsi. Avec de telles fausses prévisions budgétaires, des prévisions eschatologiques commentaires apocalyptiques. Et aujourd'hui, ils ne savent pas où ils en sont. Et le budget est voté par une assemblée monocolore des ignorants, des illettrés, des laissés pour compte, des marginaux, des exclus, de tout notre système de rétribution social qui devait être exclusivement basé sur la compétence, la rationalité. Oh, ça non plus au-dessus. Dios mio. La vie del pueblo es différente de la vie de la ciudad. La force à la cabeza. L'intelligence, c'est une faculté d'esprit qui vous permet de briller. Même au milieu de la multitude, vous êtes comptés parmi les meilleurs. Eux, ils ont de l'argent, mais vous avez un cerveau qui leur fait réfléchir. Un cerveau qui les empêche de tourner en rond parce que Bissa engobi les papiers, les amis. C'est important d'avoir un minimum en éducation. C'est important. Les gens se retrouvent dans des tribunaux avec des fausses accusations de troubles à l'ordre public, avec une infraction qui n'est même pas constituée. Donc même les éléments constituent une infraction, ils n'en savent même pas. L'élément matériel, l'élément psychologique, l'élément intentionnel, ils ne savent pas tout ça. Et on a vite fait de jeter quelqu'un en plus. Parce que quoi? On a le pouvoir, on a l'argent, on a la force. Donc on est capable de commander même la mort, de frapper les simples innocents. Je lave mes mains dans l'innocence, moi David Berba. Je lave mes mains dans l'innocence. Je ne veux pas être responsable de ce qui va leur arriver. Je lave mes mains dans l'innocence. Maudits soient les impudiques. Maudits soient les impudiques. Hérode était un roi méchant. Hérode était un roi méchant. Hérode était celui-là qui pratiquait justement les orgies funestes dans son palais. Les orgies funestes dans son palais. Donc les fêtes mondaines. Hérode va inviter ses convives, d'autres rois. Et ils vont manger, boire. Ensuite, il va appeler sa propre fille, appelée Hérodia. Hérodia, donc la fille d'Hérode. Hérodia. Une petite mineure qui dansait très bien le striptease. Et elle va faire un striptease d'une dimension supranaturelle. Un striptease surnaturel. Tel que son père l'a appris dans leurs orgies funestes. Oh, ça n'en plus au-dessus. Des Mohamites, des pharisiens, des ammonites. Et Hérode, content de ses convives, va demander à sa fille, comme récompense, un tiers de sa royauté de son palais. Et sa fille va aller informer sa mère pour dire, papa me demande de faire un vœu. Et sa mère, bonsoir, sa mère dira à sa fille Hérodia de demander comme veut la tête de Jean-Baptiste dans un plateau. 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 Voilà l'origine des criminels routiers. Les criminels de sang. Le roi va dire, mais ça c'est quel genre de demande? Quel est ce genre de vœu, ma fille? Ne t'es-tu pas trompé? Ne veux-tu pas ma royauté? Ne veux-tu pas toute la richesse dont je suis le possesseur? Elle dit non, papa. Moi, je veux tout simplement la tête de Jean-Baptiste dans un plateau. Regardez les caprices d'une jeune fille dévergondée comme ça, qui demande à son père l'assassinat, le crime d'un innocent, et qui plus est un homme de Dieu. Et son père malheureux va exécuter la décision parce qu'il avait prêté serment. Le serment d'Hippocrate, le serment exécutoire, le serment propriatoire.
Le serment exclamatif. Mais il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas. Mais Bobi Sangoubi, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Bisangoubi, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Mais tu m'y quand Bobi Sangoubi, il n'y a pas les papiers. Oh, je suis docteur. Oh, je suis docteur. Oh, je suis docteur. N'importe quoi. Toi, tu es docteur en économie, un petit pays comme le Gabon. Tu n'arrives pas à redresser l'économie de ton pays avec autant de richesses, avec autant d'opportunités. Et tu te dis, être un docteur, un médecin de la science économique, non. La rationalisation, il n'y a pas. Il n'y a pas. On va les battre. Et on a coupé la tête de Jean-Baptiste. On a donné à sa fille Rodia sur un plateau. Elle a pris la tête de Jean-Baptiste. Elle allait donner à sa mère. Voilà la commanditrice du crime de Jean-Baptiste. Premier crime routier. Voilà. C'est la femme de Rhodes qui avait coupé la tête d'un serviteur qui dénonçait sa bestialité sexuelle. Parce qu'elle était dévergondée, une dévergondée sexuelle dans le palais. Alors qu'elle était la femme des rois. Et comme Jean-Baptiste dénonçait ce qu'il a fait, elle a préféré l'assassiner. Et les autres faux pasteurs diacres, ils se complaisaient dans cet univers. C'est dommage, les amis. C'est dommage. Rechercher la paix envers tous. Rechercher la paix envers tous. Moi, je suis agréablement surpris de constater que le Parti démocratique gabonais est parvenu à condamner l'arrestation de Joe avec Marcel Ibama, et le parti a d'ailleurs demandé leur libération immédiate comme nous l'avons fait. Et Dieu merci, ces deux personnalités, Poutine, notre pays, leader d'opinion, ont été libérés. Mais malheureusement, c'est une libération qui ne peut pas satisfaire la curiosité, l'intelligence de David Bako. Voilà. C'est pas possible. Ces gens sont censés être jugés le 30. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, quand bien même il y a le principe de la présomption d'innocence qui est contenu dans notre loi fondamentale, qui se transforme d'ailleurs aujourd'hui en un principe de présomption de culpabilité. Jusqu'à ce qu'on éprouve la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est censé être innocent. Mais qu'est-ce qui peut justifier la résurgence des mandats de dépôt et des mandats d'amener utilisés par le procureur Lagoubi, le représentant du ministère public, avec le juge d'instruction? Dès lors qu'on n'a pas encore prouvé votre culpabilité, il n'y a rien qui peut justifier votre incarcération. Pour bénéficier d'une liberté provisoire, ce n'est pas possible. C'est de la manipulation, tout ça. C'est la manipulation. C'est l'autocratie, c'est l'absolutisme du pouvoir qui a l'origine de tout cet état de fait. Et pourtant, dans même leur propre loi fondamentale, on parle de la garantie de la représentation. La garantie de la représentation. Bon, la personne n'a pas été, je vous la jette en prison sur quelqu'un. Alors qu'il a un avocat, il a un lieu de résidence, et c'est un travailleur, il a tout pour garantir sa représentation. Jusqu'à ce qu'on arrive à un procès. Et qu'est-ce qui peut justifier le fait que les gens prennent du temps pour arriver à des procès? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4. Certains arrivent même à 4 ans. Regardez le cas justement du ministre des Travaux publics dont on a accusé c'est triste. Lorsque j'ai vu la décision rendue par les tribunaux à l'encontre de l'ancien ministre des Travaux publics, mais j'ai dû rigoler. Le marché des gré à gré, et même Henri-Claude Oyima a été clair. Les marchés de gré à gré ont dépassé le stade de plus de 80%, 90% depuis l'avènement du CTRO. Mais tous ces auteurs de marchés à gré, ils n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais été inquiétés. On a bien vu ces membres influents de la nébuleuse UDB être interpellés à la commission d'enrichissement illicite. Mais on a vite fait de les transformer en députés pour avoir les immunités. On a vite fait de faire eux des membres du gouvernement. Et ces menus frétins comme David Berkouma, une chasse mouchetée, un misérable, un parasite, une bactérie dont on voudrait faire porter tous les péchés de toute l'humanité. C'est incroyable. Une gouvernance aussi incongrue. Et là, ils sont répartis vers le Fonds monétaire international. Et ils ont fait ce que je leur avais dit, une loi rectificative.
une loi rectificative. Donc, au lieu de 8 000 milliards, ils sont redescendus à 6 000 milliards. Mais ils vont encore redescendre à moins que ça. Parce qu'ils ont voulu faire passer Brice Koto Oligui Nguema pour quelqu'un qui ne comprenait pas grand-chose. Mais nous sommes là pour les démystifier. Nous sommes là pour éclairer la lanterne du chef d'État. Pour dire que tu t'es entouré de très mauvaises personnes qui ne comprennent pas les enjeux économiques, encore moins le vecteur de développement. Ils n'ont aucune maîtrise de ces agrégats. La lutte contre l'inflation, la lutte contre le désendettement, la lutte contre la détérioration de l'espérance de vie, la lutte, le développement du capital humain, le progrès technique, il n'y a pas les papiers du sang, il n'y a pas. Et ça ne marche pas, et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, parce que le chef de l'État s'est entouré des inaptes, des incapables. Un gouvernement monocolore. Sur 57, 53 ethnies, le gouvernement arrive à avoir 11 personnalités gouvernementales d'une même ethnie. Non, ça c'est le chaos. Alors qu'on aurait pu exercer une géopolitique rationalisée. La rationalisation de la géopolitique permettre justement à l'ensemble justement des entités administratives de notre pays de participer à l'exercice du pouvoir. Avec 9 provinces, on aurait pu imaginer un gouvernement avec 2 membres du gouvernement par province, ça fait 18 et le chef de l'État pouvait rajouter ses copains consanguins pour en faire tout son macroscope ou son microscope gouvernemental et faire ce qu'il y arrive. Et c'est des pans entiers qui ne sont pas représentés. Mais je voudrais quand même terminer par là en rendant un hommage personnellement appuyé à un de nôtres, Herman Mungo, qui a été nommé vice-président du gouvernement, un membre de ma localité, donc l'a sauvé, et qui plus est de mon village, qui plus est de mon quartier. Bah, comment ne pas se réjouir? Au moins, nous avons au niveau de l'Arsoville un vice-président du gouvernement qui certainement va impulser une dynamique de progrès de dans notre localité et qui est dans un stade de délabrement, de dégradation avancée. L'Arsoville n'a même pas, c'est même pas comment. Bref, mais nous espérons que le prochain voyage du vice-président dans sa localité, lorsque le président certainement ira le présenter à la population, je ne manquerai pour rien ce voyage. Je ne manquerai pour rien ce voyage. Je serai bel et bien à la souris, à mon quartier Moutoubi Lingoma. Et je vous montrerai justement notre cimetière familial qui engloutit plusieurs milliers de personnes. Parce que nous, les Adoumans, nous ne vivons pas en vase clos. Nous ne vivons pas en vase clos. Nous sommes des communautaristes. Et c'est pourquoi vous avez vu ma tante Paulette Missambo mener toutes ces batailles-là contre un certain régime autocratique et dictatorial. Et aujourd'hui, tous les bénéficiaires des batailles de ma tante Paulette Missambo, ils l'ont savamment oublié. L'Union nationale a été disséquée. Et ce sont les lâches, les pureux, les potrons, ceux qui n'ont même pas apporté une aide de réfléchir dans cette bataille-là, qui sont maintenant assis, mangeant, buvant, profitant justement des batailles de tout. Et c'est cela là, le comble justement de notre mal-gouvernance, à savoir qu'on récompense des individus qui ne mènent aucune bataille. Mais ceux-là qui ont mené des batailles, et ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés et c'est comme ça. Parce que si vous ne dansez pas au même rythme, à la même cadence, à la même sonorité que, eh bien vous n'avez droit à rien. Mais si nous, par le passé, nous n'avons rien eu, par le présent, nous n'avons rien eu, par le futur, certainement nous continuons à ne rien avoir, mais nous continuons à garder, préserver notre intégrité morale et physique. Ça, pour rien au monde, nous allons perdre cette intégrité. Voilà, donc vous étiez là sur le programme de secours d'urgence, animé par le point Sadouma David Bakoma, la voie des sans-voix, la cristallisation, les aspirations légitimes, le peuple souverain, garant de toute légitimation. Je voudrais donc rappeler à mes frères enseignants que la grève est terminée. Vous n'avez plus de raison de poursuivre la grève. C'est une grève qui s'est tout soufflé. Et la grève n'a plus toute sa raison d'être. Quand bien même il y a plusieurs activistes de renom avec plusieurs acteurs politiques qui aimeraient que la grève se poursuive, mais il n'y a plus d'intérêt de poursuivre cette grève. Donc, appelez tout simplement l'ensemble justement de vos syndiqués, l'ensemble de nos parents, amis et connaissants, de reprendre le cours à partir de ce lundi et sur l'ensemble du territoire national.
Voilà. Parce que là, vous n'avez plus de raison de continuer à poursuivre cette grève. Et que le président du tribunal, lorsqu'il va juger Marcel Ibama, avec notre grand-père Ezo, soit purement déclaré un non-lieu, et donc que toutes les charges contenues contre eux soient balayées des revers de main, parce que ces charges ne reposent sur aucun argument juridique. Hein, que ce soit un argument juridique tiré du droit objectif, trois sources, la coutume, la jurisprudence, ou bien de tout autre canon tiré du droit international, tel que la Déclaration universelle des droits du 1789, la Charte de l'ONU 1948, et avec tous les autres accords. Je voudrais également attirer l'attention d'une certaine opposition gabonaise est devenue une opposition maquilleuse à faible niveau de profitabilité, avec une incapacité notoire de pouvoir s'organiser qu'à l'époque, lorsque nous étions dans une certaine opposition, avec Maître Louis Agonjo Okawe, il y avait la coordination de l'opposition démocratique qu'on appelait la CODE, il y avait le HCL, le Haut Conseil de la Résistance, il y avait le FIAPO, il y avait le FPC, le Fonds de Parti Changement, et il y avait une certaine dynamique de cette opposition qui faisait en sorte que les choses puissent évoluer dans le bon sens, et c'est pourquoi nous avons pu acquérir plusieurs libertés, plusieurs garanties de droits. Moi aujourd'hui, l'opposition gabonaise n'est que l'ombre fugace de la lâcheté, de la opportunité, et c'est pourquoi, eh bien, on peut la bonne la chance, chacun fait ce qu'il veut, et on a vite fait de laisser le pays mourir comme ça, sombrer dans cette espèce de morosité, d'apathie ambiante, avec une impossibilité, une improbabilité d'arriver à une véritable alternance qui puisse se transformer les quartiers de nos villes et villages en véritable pôle attractif de l'humain. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève, l'arc de puissance sera brisé, les faibles ont la force pour s'intuer, la force est à l'Éternel des armées, celui qui institue les princes et les autorités, celui qui établit les rois et celui qui les renversera sans aucune intervention